Et maintenant, parlons de la répression. Et en disant ça, je constate que, Elsa, tu as une petite pince en forme de pastèque. Voilà. J'avais pas vu, en fait. Ouais, très jolie. Et bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, mais je suis sûr que tout le monde le sait. Bon, ça se trouve, elle l'a pas fait pour ça, hein. Si. Voilà. C'est symbolique de la Palestine. Voilà, c'est un fruit qui symbolise la Palestine dans les les couleurs, dans les manifs, dans les affiches, etc. Les couleurs, donc voilà, j'avais pas vu, donc je voulais juste le signaler. Et du coup, cette semaine, Elsa, tu étais avec ta collègue au tribunal judiciaire d'Evry. Ouais, exactement. C'était il y a 3 jours. T'as bien retenu. Mais je bosse un peu, hein. Bah, je vois ça. Je bosse un peu avant l'émission. Et du coup, vous étiez là pour représenter donc 2 militants, si je ne me trompe. Un militant palestinien. Ouais. Voilà. Bon, donc, déjà, est-ce que tu peux nous relater un petit peu? Alors, par contre, j'étais étonné. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de relais médiatiques. Parce que j'ai un peu recherché. Ouais. Et j'ai eu du mal à trouver, tu vois, des ressources. Ouais, sur cette affaire-là, ouais. Peut-être dire 2 mots sur l'apologie en général avant et un truc particulier sur ce dossier qui était vraiment intéressant. Mais sur l'apologie, on en discutait rapidement, mais je pense qu'on commence peut-être à savoir un peu que c'est une loi de 2014 qui façonne en fait la manière dont c'est utilisé aujourd'hui et qui, moi, m'a beaucoup choquée. Donc 2014, donc encore le PS. Moi, je connaissais un peu parce que la France a été condamnée en 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme. Et il faut le faire quand même parce que c'est Jean-Marc Rouillant qui réussit à faire condamner la France, donc ça donne une petite idée de la dinguerie pour que en fait on veuille donner raison à Rouillant contre la France et faire en sorte que la France lui doive 15 000 €. Pour ceux qui connaissent pas Jean-Marc Rouillant, donc c'est un ex-membre du groupe Action Directe et donc notamment qui a été condamné dans les années 80, je crois. Et que je salue d'ailleurs parce que il nous avait, ça avait été notre parrain lorsqu'on avait été banni de Twitch et on était revenu sur Twitch. D'accord, et c'était le parrain. Non mais de la reprise. Non si il était venu parrainer la reprise. Il nous avait enlevé les menottes et tout. On était avec Wissam, on avait les tenues de Guantanamo. Je me souviens, c'est bon. Et en fait, il nous a enlevé. Il y avait même Dany, je crois. Je sais plus. Dany Raz ou Raz, je sais plus. Et il nous avait enlevé les menottes. Donc Jean-Marc, si tu nous regardes. Et voilà, faudra lui envoyer l'émission. C'est un pote, enfin vous êtes... Ouais. Enfin, je veux dire, vous connaissez. On se connaît, ouais. Et on avait fait une émission d'ailleurs, à l'ancienne, sur la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour dire, voilà, c'est une loi de 2014, et c'est une loi, je pense, à peu près unique en Europe, c'est sûr, voire au monde, parce qu'elle permet de condamner à de la prison ferme des gens pour des propos. Donc, on le sait, avant, c'était dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Voilà. Donc, ça change plein de choses. Et en fait, c'est logique parce que c'est des propos. Donc, je veux dire, il n'y a pas de raison que ce soit autrement que pour d'autres infractions de presse. Et ça a des conséquences graves puisque tu peux passer en comparution immédiate pour apologie. Les peines, elles montent à 7 ans. Et en fait, c'est ouf parce qu'à partir de 2015, ça a été utilisé vraiment hardcore. Il y avait plein de gens qui disaient, même à l'époque, c'est une offensive contre les libertés démocratiques. Tu avais une formule d'Henri Leclerc qui disait, c'est une loi qui sert à condamner des enfants et des ivrognes. Parce qu'en fait, les chiffres, ils ont explosé. Entre 1994 et 2014, il y a eu 14 condamnations pour apologie. Et sur la seule année 2015, on a plus de 330. Donc la moitié des peines de prison ferme et beaucoup de mineurs. Attends, excuse-moi, on est passé de combien à combien? De 14 en 20 ans à 335, ou plus de 330. Sur la seule année 2015. De fois 30. Ah non, mais c'est fou. Et en fait, c'est horrible parce que ça met, tu vois, ça a beaucoup harcelé la communauté musulmane, où tu vois un mec, des oufs, des gens oufs. Non, mais tu vois, t'as des exemples de condamnation d'un mec ouf qui dit Allahu Akbar 5 fois de suite, bim, prison ferme, enfin, des trucs comme ça. Et en fait, c'est encore pire depuis le 7 octobre. Ça a vraiment... Et d'ailleurs, donc, la France, je disais, a été condamnée en 2022. Et la Cour européenne dit le fait de condamner à une peine de prison pour des propos, ça viole la liberté d'expression. Donc en fait, c'est vraiment le principe de la loi de 2014 qui a remis en question. Et depuis le 7 octobre, et après je dis un mot sur mon dossier palestinien là. Vas-y, je suis pas sur BFM, ouais. Vas-y, du coup, j'ai un... Et en fait, depuis le 7 octobre, c'est ouf parce que c'est c'est insoupçonné la manière dont ils ont utilisé cette infraction. C'est encore pire qu'avant. Parce qu'avant, déjà, on va dire, c'était des apologies qui concernaient Daesh. Et même si ça avait été utilisé de manière antidémocratique, voilà, c'est un attentat commis sur le sol français, meurtrier, etc. Enfin voilà, abominable qu'on connaît. À partir du 7 octobre, ça a été utilisé massivement pour réprimer des positions sur un conflit qui a lieu au Moyen-Orient.
et sur lequel il y a un débat évident. Enfin, en fait, ils sont en train d'utiliser ça pour empêcher quiconque de dire autre chose que ce que dit la France sur le 7 octobre et sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est vraiment très très puissant parce qu'ils répriment tout le monde. Donc on l'a dit, des syndicalistes, on en reviendra, à Anas, des personnalités publiques, ils intimident Rima Hassan, Mathilde Panot, machin. Ils tapent sur tout le monde. Moi, j'ai défendu des collégiennes de 13 ans qui finissent dans des commissariats, déférés devant des procureurs, enfin de la folie. Et le dossier que j'ai plaidé, j'en ai plaidé un certain nombre, j'en ai encore plein. J'en ai encore plein jusqu'en juin. Anas, évidemment, j'en ai d'autres en septembre, etc. Anas, c'est le 18 juin. 18 juin. Anas, c'est un autre camarade de Révolution Permanente. Celui que j'ai plaidé il y a quelques jours, c'est un militant palestinien qui a vécu la plus grande partie de sa vie en Cisjordanie. Qui est journaliste, je crois. Qui est journaliste, qui a grandi dans un village à côté de Ramallah, juste à côté du mur, en fait. Donc village... ça, c'est en Cisjordanie. Ouais, voilà, Cisjordanie occupée, qui a passé sa vie à résister là-bas. En plus, c'est le foyer de la contestation pacifique. Il y a des manifestations tous les vendredis. Quand il est né, son père était déjà en prison. Il s'est fait torturer dans les geôles israéliennes. Son frère est paraplégique parce qu'il a pris une balle de l'armée israélienne dans le cou. Lui-même, il a des impacts de balles partout dans le corps. Il a un trou là au niveau du front, et on a des certificats médicaux des hôpitaux de Ramallah, des médecins ici en France. Enfin, il a un neveu qui est mort à 15 ans. Tout ça, on le démontre, on le documente, etc. C'est quoi son prénom ? Ibrahim. Ibrahim, frérot. Voilà. Si tu regardes l'émission, force à toi, frérot. Et en fait, évidemment, pour lui, le 7 octobre, ça représentait, je veux dire, une progression dans le cadre d'un conflit militaire. Et en fait, il a des publications qui, par ailleurs, à aucun moment ne ciblent des victimes. Enfin, je veux dire, c'est 100% de publications qui documentent des positions militaires israéliennes, etc., qui reculent. Et il le documente, en fait, en liant ça à son quotidien, quand même, au fait que lui, il a vécu l'oppression coloniale dans sa chair toute sa vie. Et en fait, lui, il est en France. Le premier truc qu'il m'a dit quand je l'ai vu, il a fait sa garde à vue, machin, interpellé chez lui, soulevé et tout. Il me dit, mais c'est ouf. Moi, je pensais pas qu'en France, c'était comme ça, quoi. Et en fait, c'est d'une violence. Les audiences pour apologie, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que la manière dont les juges instruisent ça, en plus, ils connaissent presque rien. Ils répètent la circulaire du Pont-Moretti, qui est la circulaire du 10 octobre, qui dit dès qu'il y a marqué résistance quelque part, tu condamnes, tu tapes. Ils répètent ça, ils ne connaissent rien. Et moi, ce que je leur disais, et on verra le délibéré, c'est le 22 mai. Je sais pas ce que ça va donner parce qu'on part de loin, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai aucun problème à défendre ça. Au contraire. Bonne question. Je sais plus. D'accord. Je vous dirai 22 mai. C'est un jeudi. Ouais. Et moi, par exemple, un lundi, je serais venu. Ouais, je vous dirai de toute façon. Moi, j'étais très fière de le défendre. Et surtout, je leur disais, mais par exemple, si vous, votre critère, ils sont en train d'imposer un truc de fou en fait dans les tribunaux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, dès lors qu'il y a une organisation classée terroriste sur les listes de l'Union européenne, bim, c'est apologie du terrorisme. Pourtant, il y a même des juges, il faut lire Marc Trévidic, qui est un ancien juge antiterroriste, qui a publié une tribune qui dit mais ça c'est un dévoiement de la loi, même si moi je pense que c'est pas un dévoiement, je pense que c'est précisément construit pour pouvoir faire ça, mais parenthèse, lui dit mais c'est pas possible. En fait, l'inscription sur une liste terroriste, c'est pas un critère absolu, c'est même pas un critère judiciaire, c'est politique et diplomatique. Et moi je leur disais mais dans ce cas, vous faisiez une émission sur la Syrie, là j'ai pas écouté le contenu parce qu'on discutait, mais HTC, terroristement parlant selon eux, c'est pire que le Hamas, hein, parce que tout le monde classe ça terroriste. Si leur critère c'est l'inscription sur les listes, les Nations Unies, le Hamas, les Nations Unies considèrent même pas que c'est terroriste. Je veux dire, il y a un débat en fait à l'échelle internationale. HTC, tout le monde est là à dire que c'est terroriste. Moi, je leur expliquais ça, je leur disais, regardez ce que Macron il a dit quand HTC a pris le pouvoir. Ils félicitent. Ils disent voilà, bravo tout le monde, révolution historique. Je leur dis mais si votre critère c'est l'inscription sur une liste, dans ce cas faut poursuivre Macron. Et je leur dis la démonstration c'est que votre problème c'est pas un tel est terroriste, c'est qu'est-ce qui correspond aux intérêts de la France que vous défendez. Et ils sont en train d'imposer à des millions de personnes de répéter la même chose qu'eux. Et si vous sortez des clous de ce que dit le Quai d'Orsay, vous pouvez prendre des peines de prison. Juste non parce que t'as dit HTC et c'est HTS et il y en a un qui dit je préfère OnePlus. C'est pour ça que j'ai souri. Excuse-moi. Pardon. C'est des gamins. Mais toi, t'es trop un gamin. Je me suis dit, obligé, il va réagir à ça. Incroyable. Il a vu une vanne. Mais en plus, je travaille dans la niveau de concentration. Attends. Alors moi, à l'école, ça. Je suis TDA, moi. Je suis TDA, c'est-à-dire que. Ah, t'es TDA pour de vrai ou. Ah ouais, non, vraiment. Non, il est pour de vrai. Non, je suis TDA. T'es assis à côté de lui pendant 1 heure, au bout de 30 minutes, il commence à. Tu peux dire HTC en plus. Moi, tu peux dire les deux. Oui. Tu peux dire les deux. Je suis pas là. Moi, c'est juste la vanne qui m'a fait rire. Non, mais je vérifie parce que je me dis, tu peux dire les deux.
Ouais. Ah, c'est Chloé. Ouais, Chloé, team TDA. Voilà, HTC, merci. Samir, j'ai une anecdote. D'ailleurs, dans le thème procès, tu te rappelles qu'on avait été au procès des policiers... Pour Amadou Koumé. Tu te souviens? Ouais, bien sûr. C'était long, ça avait duré une journée. Nous, on n'avait pas l'habitude. Je sais pas si t'en avais déjà fait. Je devine. Bah non, moi, je crois que j'avais jamais fait un truc comme ça. Franchement, de cette nature-là, c'était la première fois. Et Samir, c'est vrai qu'il avait du mal à être concentré. Et tu sais, il réagissait souvent, il venait me parler et tout. Il me disait... Et les gens, ils étaient en mode, oh, Samir et tout. Moi, j'étais en mode, oh. Après, on sortait, on faisait des tours. Le procès des policiers qui ont tiré sur Nordine, je me suis fait virer du tribunal. Ah ouais. Même pas pour avoir parlé. Pourquoi? Pour avoir bougé. C'est-à-dire, je suis rentré et t'avais l'avocat qui parlait, j'étais là. Vas-y, je faisais des trucs comme ça et tout. Et d'un seul coup, t'as la présidente qui fait, vous là! Et là, je fais, merde, elle me parle. Ah ouais, putain. Je fais, oui. Je vais finir à fleurir. C'est bon, ça suffit. Et moi, je fais. Mais madame, et en plus, c'était en mode l'élève du fond de la classe. C'est clair. Mais madame, j'ai rien dit. Non, mais vos gestes là, allez dehors. Ah oui, mais il parle comme ça. Je suis sorti. Ah oui, il parle comme ça. Mais bon, voilà. Pardon. Non, mais voilà, j'ai dit. En tout cas, voilà, on pourra discuter après le truc d'Anas. Solidarité, Anas, avec toi. Mais voilà, je veux dire, on est en train d'accumuler tout un tas de travail politique, en fait, de dénonciation de cette répression qui va nous servir évidemment pour le procès d'Anas, mais pour tous les autres, parce qu'en fait, il y en a plein. Moi, j'en plaide au moins une fois par mois. Et vraiment avec des profils différents. Mais c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'il faut trouver les arguments. Je t'arrête quand tu dis des profils différents. Après, je te. J'ai parlé d'Ismaïl, moi, cette semaine. Bah, bien sûr. Toi aussi, tu voulais en parler? Non, je voulais qu'elle vient dire avec des profils différents. Donc, je vais lui demander les exemples. Quel profil, ouais. Bah, par exemple, j'ai défendu un type qui s'appelle Mohamed Makni, qui est élu du Parti Socialiste à Échirolles. Qui a pris 4 mois de prison avec sursis. On a fait appel, là c'est en cassation. Enfin, on a fait première instance, cour d'appel, on a reperdu en cour d'appel, c'est en cour de casse. Donc c'est un type de 73 ans qui a fait toute sa carrière au PS et on rigolait ensemble. C'est un Tunisien. Il me disait, moi, ils m'ont toujours dit, je suis un harki, etc. Il n'y a plus de harki maintenant. Même moi, je suis là, quoi. Pour me dire ça, parce que lui, il avait partagé la tribune du ministre des Affaires étrangères tunisien. Dont le titre c'était vous vous empressez de qualifier de terrorisme ce qui à nos yeux est un acte de résistance évident. Et c'était une tribune d'un ministre tunisien, quoi. C'était même pas sa position, voilà, mais lui il partage ça. C'est même pas lui qui l'écrit, c'est un diplomate, enfin c'est un personnage de la bourgeoisie tunisienne, c'est pas un truc. Lui il partage ça, bim, 4 mois de prison avec sursis, inéligibilité. De combien de 2 ans. 2 ans. C'est moins que Marine, mais lui par exemple, et moi je considère que lui on a fait appel, enfin qu'il faut aller au bout. Moi je pense qu'il faut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme parce que le débat, parce qu'en plus c'est des gens, je veux dire, pour dire un mot sur la circulaire Dupond-Moretti, et après c'est très grave parce que c'est tout le débat qu'il va y avoir sur le projet de loi Yadan, etc. sur antisionisme, antisémitisme, et en fait mettre ça dans la loi. C'est chaud ça. Parce qu'en fait ce qu'ils sont en train de faire, c'est utiliser cette circulaire, donc qui est quand même deux bouts de papier pour dire au procureur et en vérité au juge aussi quoi faire pour condamner massivement des gens. Et cette circulaire, elle dit il faut condamner les gens qui ont célébré le Hamas, mais ça déjà c'est archi minoritaire. Enfin moi j'ai pas eu de dossier comme ça. Il disait les gens qui arborent les drapeaux du Hamas et tout. Enfin, personne n'a fait ça, ou en tout cas moi j'ai pas eu de dossier comme ça. Ou pas sur la voie publique en tout cas. Pas sur la voie publique. Voilà. Ou qui présente le 7 octobre. Attends, parce que c'est ça le. Voilà, et c'est ça la douille, c'est ou qui présente le 7 octobre comme une légitime résistance à Israël. Et en fait, avec ce bout de phrase, là, tu peux tout mettre là-dedans, parce qu'en fait, dès lors que tu dis, mais même Francesca Albanese qui dit, en fait, le 7 octobre, c'est l'oppression, c'est une réaction à l'oppression coloniale, etc. Tout ça, ça peut être poursuivi. Des centaines d'universitaires, de chercheurs, tu regardes ce qu'écrit Alain Grèche, Nicolas Dodt-Pouillard, en fait, Stéphanie Latabdala, Jean-Paul Chagnolot. Il faut agrandir le filet. Et même l'AFP, moi je leur plaide ça. L'AFP a produit un communiqué en novembre qui s'appelle Guerre Israël-Hamas. Pourquoi l'AFP n'utilise pas le mot de terrorisme? L'AFP décrit dans 4 paragraphes pourquoi eux, ils disent pas Hamas terroriste. Et ils disent, comme la BBC, on ne dit pas, parce que terroriste, c'est politique. Nous, on décrit objectivement les choses. On est journaliste. Ni l'IRA, ni machin, ni truc, on a dit terroriste. Nelson Mandela, on disait terroriste. Aujourd'hui, on dit plus terroriste. Donc, nous, on dit pas terroriste. L'AFP dit ça. Et en fait, c'est ce que disent plein de gens. Et s'ils étaient cohérents, ils iraient même poursuivre pour apologie du terrorisme le rédacteur en chef de l'AFP, en fait. On n'en est pas encore là, mais la manière dont ils appliquent les choses, c'est la même logique, en fait. Donc c'est pour dire le niveau
de pression qui existe sur le débat public en France grâce à cette infraction, quoi. Je pense que c'est globalement inédit et c'est pour ça qu'autour du procès d'Anas, évidemment, on veut arracher une relaxe, le défendre comme on défendra l'autre camarade de Révolution Permanente qui est aussi poursuivi. Mais on veut aussi faire une question démocratique sur le problème de l'apologie du terrorisme et en faire une campagne large pour demander l'abrogation en fait de cette infraction-là, parce que c'est une question en fait de survie du débat public, bien au-delà même des gens qui défendent la Palestine, sachant que par ailleurs l'autre problème de l'infraction d'apologie, c'est pas juste le problème de la peine, c'est que c'est au premier chapitre des infractions terroristes. Donc c'est ça qui permet aussi d'ouvrir la porte des trucs les plus graves que tu peux trouver. C'est comme ça qu'on arrive à débattre d'échange de nationalité, parce qu'en fait, tu rentres dans le domaine général des discussions sur le terrorisme, et c'est comme ça que tu arrives à débattre d'échange de nationalité. Par exemple, les réquisitions que j'ai eues pour le militant palestinien, c'est une interdiction du territoire français. En fait, t'as un mec qui a 2 enfants français, né en France, Abdourahmane Ridwan, qui a été condamné le 10 mars. C'est très très à grave. 2 ans d'ITF, ça s'appelle ? Oui, exactement. ITF, interdiction du territoire français. Bon, ce qui correspond en fait à une expulsion définitive, parce que quand t'es en dehors du territoire français va revenir, et que t'es fiché S, bon, il y a peu de chances quand même qu'ils t'accordent un visa touristique, enfin a priori. Juste moi j'ai une question. Pardon. Non, c'est ça. Vas-y. Qui est-ce qui vous attaque ? D'où viennent les attaques pour que vous ayez des procès contre vos militants ? Tu veux répondre, Anas ? Moi, je veux bien de l'eau si ça vous dérange pas. Bien sûr. Sinon, je vois qu'il fait chaud là. Je vais m'évanouir chez vous. C'est vrai. On peut peut-être ouvrir la fenêtre, non ? Derrière, non ? Non, c'est pas la chaleur, c'est juste. Trop d'émotions. Non, j'ai une toux qui se barre pas malheureusement et qui, je sais pas pourquoi ça me coupe après la. Vas-y, continue. Non, mais donc c'est les JFJ, Jeunesse Française Juive, qui m'ont attaqué. Je crois qu'ils ont attaqué aussi une quarantaine. Ils avaient revendiqué d'avoir attaqué une quarantaine de militants. En fait, ils ont essayé de repérer. Ils ont fait un best-of, quoi. Ils ont essayé de repérer c'est la même plainte, etc. Plusieurs militants et d'autres. Okay. Et donc voilà, c'est eux qui nous attaquent. C'est des gens qui, par exemple, considèrent que le drapeau palestinien, c'est le drapeau nazi. Qui retweetent Zemmour, qui retweetent l'extrême droite israélienne, etc. Donc, enfin voilà, c'est des gens dont le camp il est clairement établi autour de l'extrême droite israélienne, du suprémacisme, etc. et qui considèrent que le fait même de parler de la Palestine de près ou de loin, c'est déjà un crime. Donc voilà, et puis ils veulent faire c'est un bon coup aussi. L'objectif, quand tu choisis uniquement des militants, des porte-parole d'organisations politiques ou syndicales, c'est que ton objectif, c'est qu'on parle de toi. La preuve, on en parle aujourd'hui. Donc voilà quoi. Ouais. Non, et puis c'est aussi une fenêtre de tir, c'est-à-dire que là, ils se rendent bien compte qu'ils ont comment dire l'opportunité de faire mal au camp justement antisioniste, et ils s'en privent pas. Sabrina, tu voulais prendre la parole tout à l'heure. Je voulais qu'on parle de l'imam Ismaël. Ouais, bien sûr, je t'en prie. Déjà parce qu'il compte un peu sur nous, parce que il a été jugé cette semaine le 25 mars. pour apologie du terrorisme. Donc on lui reproche 2 tweets où il aurait. C'est quoi ça encore ? C'est encore. Les peines complémentaires, elles sont horribles. Alors justement, je voulais vous dire les réquisitions du procureur, parce que les gens se rendent bien compte. Donc ça, c'est les réquisitions du procureur. Ouais. Donc c'est 6 mois de prison avec sursis, le retrait des droits civiques, l'interdiction à vie d'exercer la fonction d'imam. Vous imaginez quand même. Pourquoi la fonction d'imam ? Parce qu'il est imam. Son activité professionnelle. Okay. S'il était autre chose, ce serait autre chose. Je pense que le fait qu'il soit imam aide pas beaucoup. Ouais. Voilà. Et l'inscription, ça c'est très grave, tu vas nous dire Elsa, l'inscription au fichier des infractions terroristes. Ouais, ça c'est horrible. Donc ça c'est... ça c'est le petit combo. Ça a des implications très graves. Et en fait... Ce que je voulais dire aussi, c'est que on parlait tout à l'heure de faire un front commun, de faire un front global. Et quand même, on remarque qu'à gauche, quand il y a des affaires comme ça, c'est très difficile pour les personnes qui sont en jugement de mobiliser la gauche. Bien sûr. Encore plus quand tu es un imam. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé en fait
la gauche sur le dossier d'Ismaïl, il y avait des soutiens, on va dire, civils, des gens lambda, mais il n'y avait pas d'organisation. Alors évidemment, c'est pas facile à gauche de soutenir un imam, c'est pas propre, c'est touchy. Bien sûr, il y a les questions aussi liées au progressisme. Peut-être que cet imam, je ne sais pas, il n'a pas l'idéal de société d'un gauchiste. Peut-être même qu'il a eu des propos, je ne sais pas, pas forcément progressistes sur les rapports entre les hommes et les femmes. Moi, je vais te dire, Sabrina, il est peut-être même musulman. Voilà, c'est ça. Et en fait... je vais dire autre chose aussi. Oui, bah tu pourras compléter. Ouais. Et par exemple, une personne comme Anas, bien sûr qu'elle reçoit du soutien. Tu reçois du soutien, il faut le dire quand même. Tu reçois du soutien, peut-être pas autant qu'on voudrait, mais tu reçois du soutien parce que certains Arabes mettaient surtout à ce moment-là le porte-parole d'un mouvement de gauche révolutionnaire, voilà. Alors que les imams, ils sont complètement laissés de côté. Personne ne les soutient. Et il faut se réveiller là-dessus. À mon avis, il faut vraiment se réveiller parce que c'est pas le premier cas. Ouais, non, mais je vais dire un truc, c'est que j'ai suivi de près l'affaire Abdurrahman Ridwan. J'étais durant une visite à Pessac, on a fait une vidéo que je vous invite à un entretien où il explique tout le processus de criminalisation, comment il a été criminalisé. Il se trouve que lui, en plus, il est étranger. Ouais, non, mais c'est donc il a une carte de séjour, quoi, pour faire simple. Et du coup, il y a le combo. Un homme noir, musulman, travaillant dans une mosquée, on le présente comme l'imam de Pessac, alors qu'il n'est pas imam, il est président de la mosquée de Pessac, c'est un administrateur. Et donc voilà, de nationalité étrangère. Excuse-moi, juste un petit commentaire. Au-delà des organisations de gauche, nous-mêmes, on en parlait entre nous à PDH, il y a des thématiques qui n'intéressent moins les gens. Et pourtant, nous, on a un contenu qui s'adresse plutôt aux militants, aux gens politisés. Thématique sur les migrants, ça intéresse moins. Thématique islamophobie, ça intéresse moins. Thématique France-Afrique, etc., ça intéresse moins. Nous, on le voit dans nos statistiques, en fait. Ça veut dire même sur la gaieté lyrique, etc. Nous, on le voit, on se dit, quand on parle de ces sujets-là, ça intéresse moins. Alors oui, on peut je pense qu'il faut s'interroger collectivement, c'est-à-dire comment on fait pour alerter sur ces situations, pour refaire front sur ces situations, parce que c'est vrai qu'il y a un problème, c'est-à-dire à la fois de ceux qui prennent la parole. Tu vois, toi, par exemple, t'es un des rares qui a travaillé qui a porté la voix du président de la mosquée. Moi, je crois vraiment à ça, au fait, justement, de multiplier les contenus, de multiplier les rencontres. Nous, c'est notre rôle, de toute façon. Il y a eu Nordina Oussat, l'imam, là, il y a Ismaël. Voilà, là, pareil, ce soir, on parle alors là, c'est pas directement par rapport à des mosquées, etc. Mais je veux dire, pour moi, en tout cas, en tant qu'homme arabe musulman, le fait que Anas Kazib soit criminalisé, voilà, je sais que, en tout cas, j'ai la conviction que sa qualité d'homme arabe n'arrange pas sa situation, j'allais dire, répressive, si on peut dire ça comme ça. Si t'es musulman, c'est boire ou conduire, faut... Fromage et dessert. Et on va pas se mentir, fromage et dessert. Et c'est pas un hasard si ces thématiques, elles intéressent moins, pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que c'est difficile de défendre ces gens-là. Parce qu'ils ont tous les stigmates, en fait. Les migrants, ils ont pas de papier, va les défendre. C'est dur. Les musulmans... Voilà. Et s'il a fait une dinguerie, ou s'il a dit une dinguerie. Oui. Moi, je dis à ces personnes-là, et alors ? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas solidaire de tous les propos qu'a tenus Abdurrahman Ridwan dans sa vie, parce que déjà, je ne les connais pas, tu vois. Et peut-être qu'un jour, il a dit une dinguerie, mais c'est pas ça le sujet. Peut-être qu'elle associe à dit une dinguerie, et alors... Peut-être, mais même moi, tu vois. Mais la question, c'est est-ce que la répression dont il est victime est lié à son statut de personne étrangère, de personne perçue comme musulmane ou musulmane, de personnes s'impliquant dans une mosquée et de personnes soutenant la cause palestinienne. Personnellement, ma conviction est que oui. Donc c'est à ce titre-là que mon soutien, il est, j'allais dire, total. Voilà. Après que le gars, il a peut-être fait de la merde dans sa vie, si c'est le cas, déjà, ce sera aux gens qui veulent déterrer les cadavres de le faire. Mais même si c'était le cas, je veux dire, la condition pour laquelle il a été, j'allais dire, incriminé, fait que je me tiens à ses côtés dans ce combat-là. Voilà. Mais aussi la mosquée de Pessac, c'est une mosquée qui
et notamment le président a joué beaucoup de rôles politiques. C'est aussi ça qui fait qu'elle est visée, notamment sur les questions d'impérialisme, de Palestine. Ils ont participé, moi, pour avoir participé avec d'autres à l'organisation de la marche contre l'islamophobie. Ils avaient joué aussi un rôle, même dans le service d'ordre, aussi de la marche. Ils avaient prêté main forte sur toutes ces questions-là pour que la marche, elle se passe bien. Ses problèmes à la marche. Mais c'est ça aussi, je veux dire, c'est pour ça tout à l'heure je parlais de la dissolution, etc., et de la stratégie. Faut voir comment la dissolution du CCIF a été un tremblement de terre pour notamment la communauté musulmane et en premier lieu les imams, les mosquées, etc. Aujourd'hui, où en fait le fait d'avoir dissous le CCIF, qui était, je veux dire, une organisation, une ONG qui aidait principalement à aider de l'aspect juridique, les conditions de travail, à soutenir les gens qui étaient victimes d'islamophobie, beaucoup de travail, etc. dans les écoles et autres. Je veux dire, ça et c'est qui était un peu un truc de parapluie pour beaucoup d'assos qui étaient plus petites, qui avaient moins de moyens, etc. Ça a été quelque chose qui a marqué beaucoup et qui a discipliné aussi énormément, en fait, ce qui est en train de se passer. Malheureusement, vu qu'il n'y a pas de bloc de résistance qui est fait, on passe pas à l'offensive. En fait, on ne fait que passer de tribunaux en tribunaux, quoi. Je veux dire. Et de la même manière, enfin, le procès que nous on a, moi, je veux dire vraiment à toutes les personnes qui voient ça, les difficultés pour rassembler, pour mobiliser, il faut voir dans ce truc-là le moyen de faire quelque chose d'exceptionnel. Nous, vraiment, on est en train de penser. Ouais. Après, ça, c'est aussi un peu des qualités qu'on peut avoir aussi chez RP, c'est-à-dire qu'on n'est pas une des grosses organisations, on n'a pas 10 000 militants, je ne sais pas quoi, des finances et autres. Mais je veux dire, généralement, quand RP fait quelque chose, on arrive à le faire plutôt bien et on met le bazar bien comme il faut. C'est-à-dire, on arrive à agiter énormément les questions, les questions politiques et autres. Et d'ailleurs, il y en a certains qui nous disent, limite, c'est bien que ce soit vous qui ayez pris cette bastos-là, parce qu'on sait que vous n'allez pas capituler, vous n'allez pas laisser. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, là, on est en train d'essayer de faire en sorte de faire de ce procès-là, non pas mon procès. Moi, ça me gêne. Moi-même, Elsa m'embrouille souvent. Elle me dit, ah, tu devrais appeler un tel, etc. Tu devrais demander le soutien d'un tel. Moi, je suis gêné. J'aime bien soutenir les gens. J'ai plus de pudeur, on va dire, et à demander du soutien pour moi. Moi, il n'y a pas de problème. Je peux aller devant tous les tribunaux que tu veux, mais j'ai du mal à demander, viens pour moi devant mon tribunal, parce que je comprends que c'est pas pour moi. Oui. Aujourd'hui, je veux dire, tu le sais très bien. Je pense que tu en es conscient. Voilà, tu symbolises des choses. Tu as une image, tu as une notoriété. Quand je dis notoriété, pas genre influenceur sur Instagram, c'est laisse-moi terminer. Et t'as vu et quelque part, ça t'oblige. Tu vois, c'est-à-dire que cette notoriété, en fait, toi, bah, j'allais dire, elle est utile entre guillemets politiquement, parce que voilà, tu peux avoir accès à un certain nombre de personnes, etc. Tant mieux. Mais elle engendre aussi une responsabilité, parce qu'à un moment donné, voilà, t'es dans ce combat, là t'es en première ligne parce que bah ils t'ont mis voilà pas la condamnation mais l'inculpation, je sais pas comment on dit, l'assignation, voilà, l'accusation, voilà, chercher le mot. Et justement, là, il faut vraiment se saisir de ça pour politiser la question. Oui, mais ça me convainc énormément. C'est pour ça qu'on est à fond pour faire en sorte que ça soit un procès façon les années 70, etc. Enfin, on a plusieurs camarades qui vont participer à témoigner au procès, etc. On a une tribune qui, là, déjà est en train d'attendre plus de 400 signataires et qui va être tournée à l'échelle internationale, etc. et qui est largement... signé par beaucoup de gens. Comment les ambassades. Soutenir Anas dans ce procès? C'est bien de t'avoir ici, Anas. C'est gentil, merci beaucoup. Je suis très content de l'invitation et d'être là aussi. Je trouve qu'on passe une bonne soirée et ça fait plaisir. Et comment on peut te soutenir? Pour moi, il faut faire en sorte que le 18 juin, on pose un congé déjà ou un RTT, qu'on fasse en sorte d'être là. Parce que c'est primordial, c'est pas la même chose de rentrer dans une salle de tribune. C'est pas la même chose, oui, c'est un appel du 18 juin, c'est pas la même chose de rentrer dans une salle d'audience avec 2000, 3000, 10 000 personnes sur le parvis que s'il y en avait 50. Ça a quelque chose. C'est aussi ça, généralement, ils se disent, bon,
faut éviter de le condamner parce que si on va se taper encore un autre rassemblement de la même chose et des tribunes dans la presse, etc., ils aiment pas trop ça. Donc il y a une nécessité vraiment à faire ça. Et moi, comme on dit, il faut faire en sorte que ça soit pas le procès d'Anas Kazim, mais ça soit le procès de la criminalisation des soutiens du peuple palestinien. Il faut faire en sorte que ça évite à d'autres demain. Bien sûr, je veux pour le camarade et moi-même qu'on soit totalement relaxé parce qu'on n'a rien fait du tout. Et c'est ça qu'il faut dire. Je veux dire, on n'a rien fait. On a simplement soutenu un peuple qui est massacré, des enfants qui sont décapités, des gens qui ont été brûlés vifs, qui ont vécu et qui vivent l'Aïd et qui ont vécu l'Aïd hier encore sous les bombardements. Je veux dire, on n'est rien à côté. Je veux dire, c'est rien, même un procès, etc. Mais il faut voir que s'ils nous attaquent, c'est pour nous empêcher de soutenir ce peuple-là qui souffre. Il faut pas que ça. Moi, j'ai envie que les gens ils se disent, bah chouette, Anas, il est relaxé. Il faut qu'on continue à parler du peuple palestinien. Il faut qu'on rentre avec. Avec Tahia Palestine dans le tribunal et qu'on ressorte avec Tahia Palestine du tribunal. Nous, on va pas capituler. Ça, c'est clair et net, qu'ils le sachent. Il est hors de question que nous, on dise, on regrette, on pensait pas, on trouve que la Palestine... C'est pas ce que je voulais dire, madame le juge. Nos positions, elles sont claires et fermes. Anas, du coup, tu peux redire aux gens, parce que moi je sais, mais tu peux redire aux gens quel est le propos, parce qu'on n'a pas discuté. Donc, en fait, Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, elle avait fait un tweet en disant que l'Union européenne se tenait aux côtés de l'État d'Israël dans son droit à la défense. Moi, j'ai dit, j'ai retweeté, je suis taquin, j'ai retweeté qu'il se tenait aux côtés du boucher. Bon, j'étais pas de. Non, mais justement, c'est pour ça que je t'ai demandé de préciser. Apologie au terrorisme. Voilà, c'est ça. Parce que peut-être les gens se disaient peut-être que il y a dit quelque chose sur le 7 octobre ou sur la résistance. Non, c'est même pas ça. T'as comparé Netanyahou à un boucher, c'est ça. Là, du coup, ta notoriété, elle entre en ligne de compte de manière très importante parce que des tweets comme ça, je veux dire. Il y en a plein, Je suis pas une poucave. Il y a pire. Voilà, il y a plein de gens qu'on fait, tu vois. Je ne donnerai aucun nom. On en connaît ici, quoi. Voilà. Disons que. Mais là, toi, c'est le fait parce que je sais pas combien t'as de followers sur les réseaux et tout, mais bon, t'en as quand même beaucoup. Plus RP, vous êtes à 90 000, je crois, donc. Ça représente une puissance, quoi, je veux dire, médiatique. Donc je pense que c'est aussi cette puissance médiatique qui est attaquée. Et puis je pense qu'il vise en même temps il vise quelqu'un qui est connu par la communauté musulmane aussi. Je veux dire, on se connaît. Quand t'es un arabe qui fait un peu de télé et qui milite politiquement, on n'est pas non plus 1 million à avoir fait les grandes gueules ou des choses comme ça. Donc, généralement, on sait à peu près, on t'a déjà vu, même si des fois on ne connaît pas mon prénom, mais on sait qu'on a déjà vu ta gueule, soit sur TikTok, soit sur machin, soit sur Insta, on a déjà vu une vidéo passer de toi. Donc, les gens, ils nous identifient plus rapidement et ils identifient que tu es un gars qui défend aussi les opprimés, la communauté musulmane, les gens qui vivent le racisme. Donc viser ça c'est envoyer ce message-là. Et puis aussi, j'ai le fait que beaucoup m'ont connu avant les grandes gueules et qui me connaissent beaucoup aussi autour des combats que j'ai menés. Je veux dire, nous, on a fait des actions. Moi, j'ai dirigé des cortèges immenses de salariés de la RATP, de la SNCF. On a fait des actions coup de poing à la CFDT au moment où Berger, il disait que il faut faire une trêve, etc. Enfin, je veux dire, les gens me connaissent beaucoup autour de ça, des combats, de la défense des travailleuses et des travailleurs, et que ça permet d'envoyer un message hyper bien. Et puis tu vois, t'envoies un message aux Arabes. C'est pas si fréquent. Bah, cette aisance. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. On le voit, là même à la manif du 22 mars, t'étais devant le cortège et tout. Voilà, ambiance. La manif tout, contre le racisme. Oui. Non, mais c'est vrai. Et, avec le fameux sweatshirt et tout. Ouais. Non, mais. C'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde et d'avoir comme ça aussi un capital de sympathie. Tu vois, c'est-à-dire que les gens, même au-delà de votre. Mais parce que pour moi, c'est. Il faut pas que je finisse ma phrase. Au-delà de votre organisation, tu vois, même les gens des autres organisations et qui ne partagent pas forcément vos options, etc. Il y a un capital de sympathie. C'est vrai, c'est réel. Oui, voilà, c'est gentil. Après, non, c'est pas gentil, c'est vrai. Non, mais c'est gentil, aussi, frère. J'ai le droit de dire c'est gentil. Oui, tranquille. Ouais, je vais te dire quoi, c'est méchant. Non, c'est gentil. Mais après, vraiment, pour moi, ils savent ce qu'ils visent. C'est-à-dire que tu peux envoyer un message
aux musulmans, aux arabes, aux personnes des quartiers populaires en disant voilà, fermez vos gueules. Et t'envoies aussi un message à une bonne partie du mouvement ouvrier, des syndicalistes, des secteurs en leur disant vous voyez, le gars que vous voyez, la SNCF, les grèves, tout ça, regardez comment on lui fait fermer sa gueule. Parce que c'est une réalité, les amis. Et qu'il faut pas oublier, bon, je suis militant, je suis porte-parole. Moi, j'ai 3 garçons aussi. Je veux dire, je suis un père de famille. J'ai pas d'immunité parlementaire. J'ai rien. Je veux dire, j'ai rien, moi. Moi, je veux dire, ça peut dissuader les gens. Ça peut dissuader les gens à l'intérieur des organisations syndicales de se positionner sur la question palestinienne. Mais bien sûr. Mais la question palestinienne, les questions d'impérialisme, elles ont toujours été compliquées parce que souvent, on a même biberonné à travers la bureaucratie syndicale la défense de l'impérialisme français, des intérêts de la France à l'échelle internationale. Parce que c'est ça, je veux dire, aujourd'hui, quand on voit par exemple la fonderie de Bretagne, où tu as un militant CGT qui revendique 3 millions d'obus et qui explique entre guillemets que ça va permettre de redonner du boulot aux gens, bah excuse-moi, tu vois, moi je sais pas, un syndicaliste, il peut pas revendiquer que fabriquer des obus pour aller tuer des gens, ça redonne du boulot, tu vois. Pour moi, il y a des choses, c'est concret. Et prendre position sur la question palestinienne, parce que c'est ouf. Mais c'est ça. Mais moi, je rêverais je salue les dockers à Athènes et je salue tous ceux dans le mouvement ouvrier mais je veux dire, l'ADN du mouvement ouvrier, ça a toujours été de lutter dans ces moments-là. Je veux dire, ça a été aux côtés de la commune de Paris, ça a été la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ça a toujours été ça. Enfin, notre rôle à nous, on doit être là. Et je pense que c'est une erreur que les organisations syndicales se préoccupent uniquement de la question économique, qu'on devrait se préoccuper de tout ce qui se passe. Tout à l'heure, sur les immeubles, je suis entièrement d'accord. Personne ne se préoccupe de l'oppression raciale. Et sinon, les premiers concernés, entre guillemets, et encore, beaucoup, en fait, sont en train de se barrer. Et que c'est problématique en fait quand tu as des travailleuses et travailleurs qui composent aussi. Je veux dire, les Arabes, les Noirs sont une composante importante de la classe ouvrière. Ce ne sont pas juste des musulmanes et des musulmans. Ce sont aussi des conducteurs de bus, des conducteurs de train, des caissiers chez Auchan, chez Carrefour. Comment on peut les laisser vivre le racisme au quotidien en fait sans jamais réagir à ce qu'ils vivent? Et que quand tu as des gens, moi je vois aujourd'hui les conséquences réelles. Moi j'ai des gars, des refrains qui veulent pas faire grève parce que c'est plus son business plan. Son business plan, c'est que pour lui, c'est foutu ce pays-là, que la seule chose qu'il peut faire, c'est coffrer 2-3 piges, mettre un peu d'argent de côté et se barrer en Algérie, au Maroc ou ailleurs. Parce que voilà, pourquoi il va défendre la réforme des retraites? C'est pas son pays. On lui dit tous les jours, c'est pas ton pays, t'es pas chez toi, et le moment où on pourra te dégager, on va te dégager. Donc pourquoi en fait, lui qui a 25, 26, 27 ans, il va se préoccuper de la retraite de Jean-Pierre, de Jean-François au fin fond de la Creuse, alors que lui, tous les jours, il entend qu'on veut le dégager. Mais comment tu luttes? Comment tu unis ça sans venir sur ce débat-là, et moi je pense qu'il faut l'avoir, parce que c'est un truc qui me touche profondément. Comment on lit cet arabe qui est parasité par l'islamophobie qu'il entend au quotidien et le travailleur blanc qui est à côté, qui travaille avec lui, qui souffre de la même manière avec lui. Mais comment tu les unis si tu ne défends pas avant tout le racisme et l'oppression que cette personne-là est en train de vivre? Et c'est des débats fondamentaux. Parce que sinon on raconte nos vies. On est des syndicalistes à 2 balles et on est des militants à 2 balles en fait, parce qu'on va militer avec nous-mêmes. On était 1000 hier et puis le lendemain on est 500 et 400 et 300 etc. Et les gens ils disent il y a qui signe. C'est ça la réalité des choses. Et que je pense que les gens qui nous regardent, ils ont un rôle central à jouer. Ils devraient demander des comptes aux gens, tu vois. Quelqu'un a dit, machin, qu'est-ce qu'on peut faire pour Anas? Bah, tu devrais demander à beaucoup de politiciens et autres, est-ce que tu as signé la tribune pour Anas Kazib? Madame Intel, ça fait 3 jours, j'ai regardé votre compte, il n'y a toujours rien. Le lendemain, j'ai toujours vu votre compte, il n'y a toujours rien. Pourquoi vous ne le soutenez pas? Pourquoi vous ne soutenez pas cet imam-là? On pourrait faire ça. Je veux dire, moi, quand je vois le CCIF qui s'est fait dissoudre, il n'y a même pas un mini rassemblement qui est fait. Mais c'est dingue. Bah, ça en dit long sur le climat. Mais ça en dit long sur le climat et qu'il faut qu'on arrête d'être à la défensive. Parce que ça soit le mouvement. Je veux dire, nous, vous savez ce qu'on explique sur les 10 dernières années de lutte de classe et d'intensité. Je veux dire, de la loi El Khomri en passant par les gilets jaunes, les grèves des retraites, de la SNCF et ailleurs. Je veux dire, ne serait-ce que les raffineurs en fin 2022. Je veux dire, 1000 raffineurs qui ont mis à terre l'ensemble des pompes à essence. Les gens, ils jouaient au domino en attendant quand est-ce que le cas... Mais c'est fou. Qui sont ces gens qui à 1000, ils sont capables de créer des queues de kilomètres sur le périphérique pour mettre 2 gouttes d'essence? Mais on a un pouvoir, on a une force de frappe incroyable. Les quartiers populaires, au moment de la révolte de Naël, ils ont montré une puissance incroyable. Moi, j'avais jamais vu. J'avais connu l'époque Ziad Bouna et jamais j'aurais pensé reconnaître ces choses-là. Et je veux dire,
toutes les composantes de notre camp social, au sens large, sont sorties. Les gilets jaunes. Et qu'il faut tirer les bilans aussi. Oui, les gilets jaunes. Je revoyais l'émission que vous aviez fait il y a presque un an avec Nadia Lazouani sur le média, sur un peu le même sujet. Ah oui, c'est vrai. Et toi, Anas, justement, tu parlais de cette période post-gilet jaune où en fait toi, on avait vu quand même des choses montées où tu racontes que t'es arrivé sur les Champs-Élysées, il y avait des voitures qui brûlaient et tout, et que 3 ans après le niveau de répression il était tel que plus personne n'osait bouger. Ouais. Et parce notamment on pense à la Brave M, des choses comme ça. Parce que on joue pas avec la lutte d'une manière déjà d'une part, et que les victoires, elles pèsent énormément, et les défaites, elles pèsent encore plus lourdement dans la balance. Parce que aujourd'hui, ce sont les conséquences de ça. Parce que le problème, c'est que beaucoup, en fait, ne croient plus dans la lutte. Ils disent, et on pourrait demander à tous les gens dans le chat, tu as une partie de ces gens-là qui considèrent que les grèves, ça ne sert à rien. On a manifesté. Même parmi les musulmans, parfois, même quand tu évoques la nécessité d'avoir une grande marche contre l'islamophobie à nouveau, tu en as plein qui te disent on a déjà marché, ça sert à rien, regardez, etc., etc. C'est ça aussi le fatalisme. C'est ça aussi ce qui fait que ça participe à faire avancer. Moi, je pense pas qu'ils sont plus forts en réalité, mais je pense qu'ils profitent de nos faiblesses, ils profitent de notre silence aujourd'hui. Et que je pense... l'imam de Pessac, le président de la mosquée de Pessac, si on l'attaque, c'est parce que quelques mois avant, on a dégagé l'imam Majoubi qui a dit, sans faire exprès, sur une vieille vidéo YouTube, les drapeaux tricolores, alors qu'il est en train de parler de la Coupe d'Afrique des Nations de A à Z. Il parle même pas de la France. Et même s'il parlait de la France, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu n'as même plus, je veux dire, les gens, ils revendiquent Renault et je ne sais quel artiste et la liberté d'expression et je suis Charlie et je sais pas quoi. Et t'as même pas le droit de dire tricolore en parlant de la Coupe d'Afrique des Nations. Je veux dire, le gars, il est venu à l'âge de 12 ans, 40 ans, en France. En 24 heures, il était en Tunisie. Je te jure, la première fois que je l'ai vu faire un TikTok en Tunisie, la vie d'Ouam, j'avais les larmes aux yeux. Ça m'a fait une peine de ouf. Un gars qui a 6 enfants. Il y en a un enfant qui est handicapé. Je veux dire, moi, je suis père de famille. De séparer un père de famille de ses 6 enfants et de lui dire tu ne peux plus voir tes enfants. Mais comment ça se fait que les fidèles de la mosquée de Pessac, de l'imam Majoubi là en PACA, à minima, comment ça se fait ils n'ont pas empêché que le mec il se retrouve dans un charter dégagé comme ça? Comment on peut accepter ça? Je veux dire, tout ça, ça dit aussi des faiblesses et des choses. Bien et sûr. Que tant qu'on les laisse, je veux dire, si je te mets une patate et que tu fermes ta gueule, je t'en mets une deuxième et tu fermes ta gueule et il n'y a rien qui m'empêchera de t'en mettre une troisième. Et je pense que le procès, pour finir là-dessus, le 18 juin... J'allais dire, mais je serai au sol, donc... Mais le 18 juin, il faut vraiment le concevoir comme ça. C'est pas, on vous demande pas d'être d'accord avec RP. On vous demande pas d'être d'accord avec moi ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir même 100% de désaccord avec nous. Mais c'est une question de démocratie élémentaire et de solidarité élémentaire. Et que si vous n'avez pas envie d'être les prochains, il faut faire en sorte d'empêcher ça. Parce que je pense que ils peuvent taper à une autre étape. S'ils se disent on a pu condamner Anas Kazib avec quand même plutôt de facilité, bon ok, ils ont fait une petite tribune, ils ont fait machin, mais quand même ça passe. Ouais. Pourquoi pas commencer à aller attaquer Rima Hassan? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Pourquoi pas taper en fait, et tous les camarades sont conscients. Je veux dire, la France Insoumise nous soutient aussi beaucoup parce qu'il voit bien que Jean-Luc Mélenchon, il a encore des plaintes, Rima Hassan a des plaintes, etc. Ils peuvent commencer demain à se dire, bah finalement, RP c'était plutôt facile. Peut-être la FI, on va avoir un peu de résistance, un peu plus parce qu'il y a des élus, mais bon, on peut tenter. Et je pense même que le truc c'est ça aussi l'inquiétude tout à l'heure de LFI sur Marine Le Pen, c'est qu'ils se disent, bah peut-être demain, pourquoi pas. Où le procès? Tribunal de Paris à Clichy. Oui. Tribunal de Paris à Clichy. Sabrina. Tu parlais de liberté d'expression, de tous ces gens qui finalement s'intéressent pas vraiment à vos cas. Ça me fait penser que ça fait des semaines et des semaines qu'on entend les Retailleau, les Valls, les BHL qui sont sur les plateaux télé, qui écrivent des tribunes, qui même écrivent des livres sur Monsieur Boualem Sansal, qu'ils le défendent au nom de quoi? De la liberté d'expression, cette fameuse liberté d'expression. On est les pays des droits de l'homme, je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez dire... Vous avez le droit de vous exprimer. Voilà, même si je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, si vous cherchez quelqu'un à défendre, il est là, il s'appelle Anas Kazib, il a exercé son droit de s'exprimer, son droit à s'exprimer. Il est bien français en plus, il est bien de chez nous, donc charité ordonnée commence par soi-même. Et on sait très bien que ces gens-là n'iront pas défendre évidemment Anas Kazib, c'est pas dans leur intérêt.
vrai, et ça montre bien aussi toute l'hypocrisie aussi qu'il y a derrière le cas Sansal, dont on n'a pas parlé, mais c'est important aussi parce que toute cette offensive autour de l'Algérie vraiment va dans ce sens de l'offensive raciste. Totalement. Alors qu'elle prétend le contraire. Ouais, et puis que peut-être Anas, il est jugé le 18, mais le lendemain, le 19, il y a une nouvelle audience pour Georges Abdallah. C'est le fait de parler de... Ça sera un magnifique mot de la fin. Ouais, de Boualem Sansal qui me fait penser à ça, mais c'est que, en fait, effectivement, il y a toute cette campagne sur Boualem Sansal, et même quand on discute de la répression, de la question de l'apologie et tout, il faut se rappeler que la France, c'est le pays qui détient le plus ancien prisonnier politique d'Europe, 41 ans, et ça dit quelque chose de la brutalité du système judiciaire et carcéral français. Enfin, je veux dire, le plus ancien prisonnier politique d'Europe, il n'est pas en Roumanie ou au Portugal, enfin je veux dire il est vraiment en France, et ça montre ce dont sont capables en fait les démocraties libérales quand elles cherchent vraiment à s'attaquer à l'opposition politique. Et moi je continue à être surprise du niveau d'acharnement de l'État français contre Georges Abdallah, qui, vous le savez maintenant, a 73 ans, ça fait 41 ans qu'il est là, mais je veux dire ils ont une intransigeance de classe par rapport à ce que disait Anas, dont il faut s'inspirer, mais dans l'autre sens. Parce qu'en fait, quand on voit ce que eux ils sont prêts à mettre pour garder quelqu'un enfermé après toutes ces années, ça montre qu'effectivement, il faut redoubler d'efforts pour défendre ceux qui sont... On est trop sympa avec l'ordre bourgeois, quoi. Quand on voit ce que eux en fait ils sont prêts à faire, je veux dire c'est en violation de toutes les libertés, tous les principes fondamentaux que eux-mêmes ils édictent, tous les grands principes fondateurs, l'état de droit, la proportionnalité des peines, la séparation de l'exécutif et du judiciaire. Là, c'est que tu as des lettres des États-Unis, du gouvernement américain, qui écrivent directement au juge pour dire celui-là vous le gardez. Et c'est ça en fait la justice en France, c'est pas autre chose. Donc je pense que comprendre tout ça, ça nous aide aussi à voir pourquoi, même si bien sûr il faut se battre sur le terrain judiciaire, maîtriser l'infraction, pratiquer ce type de procès, c'est aussi une question politique, et que s'il n'y a pas un grand mouvement démocratique où les juges qui condamnent comme ça, comme s'ils distribuaient des heures de colle, ils sentent pas qu'ils ont quelque chose à perdre, à continuer à condamner, ils vont continuer à le faire en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi une question politique. Et un dernier mot, puisque tu m'as dit que c'était le mot de la fin, comment soutenir Anas? Moi je pense qu'il faut aussi venir au meeting du 24 mai qu'on va organiser à l'espace Charenton, où c'est un grand meeting internationaliste contre la guerre, contre la militarisation. C'est un samedi exactement. Voilà. Vous verrez toutes les informations sur RP, sur nos réseaux, etc. Où on fait venir par ailleurs Myriam Bregman, qui est la principale figure de la gauche en fait en Argentine, et qui est une députée du Parti des Travailleurs Socialistes, qui est l'organisation sœur de Révolution Permanente. Milei. Exactement. Milei. Ouais, qui est en train de mener. Enfin, c'est une des pointes avancées de la lutte contre l'extrême droite au pouvoir, quoi. Quand je le vois, j'ai l'impression d'être... Tu sais qu'on m'a téléporté dans les années 73 et tout. C'est chelou. Pardon. Non. Et effectivement, on veut faire un meeting où on discutera beaucoup de la répression aussi à l'échelle internationale, parce qu'on discute en France, mais on voit comment sont traités en fait les étudiants palestiniens aux États-Unis, le cas de Khalil, les jeunes qui sont incarcérés au Royaume-Uni pour leur militantisme en fait solidaire de la cause palestinienne. Donc il y a une dimension internationale en fait à la mise en mouvement des bourgeoisies du monde entier, et on veut précisément apporter une réponse de classe internationaliste où on mettra au cœur la question du procès d'Anas. Moi, j'interviens au meeting précisément sur cette question. Mais je pense que soutenir Anas, c'est aussi participer aux initiatives qu'on va proposer jusqu'au 18 juin. Alors juste une toute petite question, il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi l'histoire des US qui disent de le garder? J'ai pas compris non plus. Ah pardon, désolé. Non mais j'ai dit vite parce que tu m'as dit le mot de la fin, alors moi je suis disciplinée. Non mais tranquille. Alors en fait c'est parce que en fait il y a eu une décision qui a ordonné sa libération au mois de novembre, sa libération conditionnelle. Le parquet a fait appel, et devant l'audience d'appel qui était donc en décembre, qui était le 19 décembre, il y a eu un courrier du gouvernement américain qui explique pourquoi est-ce qu'il considère que le juge, donc un courrier adressé à la juridiction française, et qui explique pourquoi il considère que libérer Abdallah, c'est très 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 dangereux. Ils utilisent notamment un argument qui est de dire qu'il continue de s'opposer à l'occupation du Liban. Donc en fait, ils argumentent comme ça en disant, vous voyez, ok, il a 73 ans, ok, ça fait 41 ans qu'il est là, mais nous, États-Unis, on considère que si vous le libérez, c'est dangereux parce qu'en fait, il a toujours pas changé d'avis sur l'occupation du Liban. Donc au moins, c'est clair, s'il est là, c'est pas parce que, si vous voulez, pas pour des faits objectifs, mais pour sa position politique, et vous avez le gouvernement américain qui voulait... En fait, il faudrait qu'il déclare qu'il renonce à cette revendication. Exactement. Il faut qu'il déclare que la Palestine, c'est pas important, que l'occupation du Liban, c'est pas d'accord, et ça de toute façon il préfère mourir en prison que de dire ça, donc
la question, elle est tranchée sur ça, quoi. Dire, Georges, vas-y. Non. Ah, ça, je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est pas le genre. Non, ça, je pense que. Non. Nous, on sait, nous. Non. Je pense que ça se passerait pas comme ça. Mais pour eux, ça serait important qu'ils capitulent. Une victoire, je veux dire, ça, c'est. J'ai tendance à humoriser les choses, mais c'est parce que c'est pour pas pleurer. Oui. Mais il faut surtout pas oublier que en France, c'est en France où il y a un prisonnier politique qui est depuis 40 piges. Ouais. Pour la question palestinienne, je veux dire, ça dit quelque chose. C'est le plus ancien au monde. Le plus ancien au monde, et il faut se rendre compte de ça. Incroyable. Il faut se rendre compte que c'est une telle machine de guerre, et ce que ça veut dire l'impérialisme, que ça veut dire la défense pour l'État bourgeois de l'État d'Israël, etc., etc. Donc il faut se rendre compte de ça, et c'est pour ça qu'on doit doubler d'efforts là-dessus et essayer d'obtenir des victoires. Je pense que la libération de Georges Abdallah serait une victoire énorme, même après 40 ans, même après tout ce qu'il a vécu. Je pense que dans cette période-là, ça serait une victoire énorme pour toutes et tous, et qu'il faut voir comment chaque situation peut être des poches de résistance contre ça. Et le micro-truc que je voulais dire, parce que je pense qu'on n'en a pas parlé et que c'est primordial, et que c'est la situation autour de la remilitarisation, et qu'il faut voir que, comme on le sait, systématiquement, à chaque fois qu'on attaque les personnes racisées, les quartiers populaires, la Palestine, les musulmans, etc., c'est systématiquement des armes, des laboratoires pour l'après. Ça a toujours été ça. Je veux dire, on a éborgné les gilets jaunes, le flashball, c'était dans les révoltes pour Ziad et Bouna. La première fois qu'on a vu les VBRG, c'est les fameux tanks de la gendarmerie nationale qui sont déployés uniquement en temps de guerre, et qu'on a vu avenue des Champs-Élysées pendant le mouvement des gilets jaunes. La première fois ils ont été déployés sur le territoire national, c'était pendant les révoltes de 2005 de Ziad et Bouna. Tout ce qu'on voit, les justices d'exception, etc., les circulaires de Dupond-Moretti pendant les Jeux Olympiques, de faire des tribunaux, une justice olympique, etc., systématiquement, le réarme, On est les cobayes, quoi. Mais nous, ce matin, on discutait en conseil syndical de comment ils sont en train de mettre en place, vous savez, avec le truc là sur la sécurité, renforcer la sécurité dans les transports. Les gaz, ils ont dit maintenant, ils vont leur donner des gazeuses, que tu n'as plus besoin d'être vraiment dans une situation pour gazer, tu peux maintenant gazer automatiquement, etc. Enfin, il faut se rendre compte que tout ça sert pour demain, et si ils le font pour la Palestine, imaginez demain si la France entre en guerre réellement. Je veux dire, vous imaginez à quel point que si on peut même pas dire un truc aussi élémentaire qu'ils se tiennent aux côtés du boucher, parce que c'est une vérité, je veux dire, on le voit tous, c'est même pas une boule de cristal. C'est pas de qui tu parles. Malheureusement, on a raison, parce que c'est les faits qui nous ont donné, c'est l'histoire qui nous a toujours montré que c'était une boucherie sans nom ce qu'ils faisaient au peuple palestinien. Imaginez demain, quand on va vouloir s'exprimer sur l'armée française, sur les politiques de guerre. Là, ça sera cour martiale. Et là, ça sera tout le monde. Là, ça sera plus que les Arabes et les Noirs. Comme avant, c'était les Gilets jaunes, ils ont montré que c'est plus les Arabes et les Noirs qui se faisaient savater. Maintenant, même les Blancs, quand ils réclament 5 centimes de plus, on est prêt à les éborgner et les mutiler. Et ben demain, ça va être la même chose. Donc, il faut faire en sorte de réveiller ça, et que je pense que toutes les poches de résistance, si demain ils se disent, putain, les gens, ils acceptent pas déjà des procès pour apologie du terrorisme, demain, ça sera plus difficile de les attaquer sur la question de la critique du réarmement ou des choses comme ça. Tout peut nous servir. Et moi, j'espère vraiment qu'on aura à un moment donné un mouvement de type grève générale, sinon plus. Je veux dire, il faut absolument que ça se réveille dans ce pays. Il faut qu'on renoue avec la tradition des luttes des dernières années, dans un pouvoir qui est fragile, qui est affaibli. Il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, quand ça dépend du PS, Bayrou, etc., je veux dire, si demain il y avait un mouvement de masse, les choses, elles seraient totalement différentes pour beaucoup, quoi. Anas, merci d'avoir été là ce soir. Marianne, tu voulais ajouter quelque chose pour terminer? Je voulais juste faire la pub du Ciné-Club. Alors, fais la pub du Ciné-Club. Donc, PDH continue d'organiser les Ciné-Clubs. La dernière fois, c'était trop bien. Avec Spike, sur le... Do the Right Thing. Sur Do the Right Thing de Spike Lee. Tu étais avec Olivier Marbeuf. Ouais, c'était trop bien. C'était bien, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Oui. Et pour le prochain, ce sera le 12 avril. Alors, il y aura une discussion avec notre Yazine le Jeune et Youssef Boussouma. Oui, il est parti, mais en tout cas, il sera dans la discussion. Et Youssef avec ses slangs. C'est ça. Sur l'affiche. Voilà, il y a la super affiche. Donc, c'est toujours au Club de l'Étoile, le 12 avril. C'est sur le film qui s'appelle... Little Big Man. Little Big Man.
Voilà, donc ça c'est un film, alors comment je l'ai présenté? Sorti en 1970, en pleine guerre du Vietnam, le film Little Big Man d'Arthur Penn est bien plus qu'un western. C'est un réquisitoire contre le génocide des peuples autochtones et l'impérialisme américain, qui utilise les codes du western pour déconstruire les mythes de la conquête de l'Ouest. Voilà les amis, donc franchement, allez voir cette petite projection avec le débat qui va suivre. Arthur Penn qui est le père de l'acteur Sean Penn. Ouais. Mais qui n'a rien à voir avec Marine Le Pen. Non, ouais. Voilà, sur cette petite vanne de merde. Sauf si quelqu'un... Mais c'est stylé ça. Moi je savais même pas que vous faisiez ça. Non, plus, je savais pas que vous faisiez ça. En fait, à peu près... Alors, c'est notre ami Ahmed. Hicham Ahmed. J'ai organisé ça. Jacques Hicham. Et non, mais il organise ça super bien depuis... Bah, en fait, au début, on a vu que les juifs de Tzedek, ils le faisaient. Ouais. On s'est dit, on va faire comme eux, on va copier, puis ça a marché, quoi. Voilà. Et en fait, bah, il y a une... comment dire, une programmation qui est de plus en plus fournie. Donc là, il y a eu Spike Lee, il y avait eu aussi le film sur le voile, il y avait eu La bataille d'Alger. Et moi, je serai là pour un film sur la Kanaki. Au mois de mai. Lequel comment? Lequel? Alors là, j'ai un trou de mémoire, donc j'aurais bien fait de fermer ma gueule. Non, si c'est le truc avec Kassovitz, là, je sais pas. Non, pas celui-là. Toi, tu parles de celui sur la grotte d'Ouvéa, tout ça. Ouais, c'est ça. Non, là, ça sera un autre film, je te dirai ça en message. Vas-y. Mais voilà, en tout cas, il y a une programmation assez régulière. Et les gens aiment bien, les gens reviennent et donc tout. Ça se passe souvent... Au Club de l'Étoile, c'est à côté des champs. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà. On doit juste faire la pub de la vidéo d'aujourd'hui. Bah vas-y. Il y a une vidéo qui est sortie du Politique Social Club, React Doria Boutedja. Voilà, et en plus elle parle des imams dedans et tout, donc allez voir. Nickel. Merci à tous. Et là, à la fin de cette émission, bien sûr, nos pensées vont au peuple de Gaza, comme l'ont dit les amis et Anas à la fin. Voilà, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre de l'entité sioniste se poursuivent et de manière très intensive. Et je voudrais juste dire aussi que même si on met un peu de joie, un peu de bonne humeur, ça ne veut pas dire qu'on minimise, parce que des fois on a cette critique dans les commentaires. Voilà, mais je veux dire, c'est pas en pleurant qu'on va régler quoi que ce soit. Donc on peut avoir de la joie et en même temps être conscient et avoir de la peine. C'est pas c'est pas antinomique, les deux choses ne s'opposent pas. Donc restez forts, restez puissants, soutenez toutes les luttes. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Inch'Allah. Et Free Palestine. À bientôt. Merci beaucoup.